Notre invité est Ben Mokhtar Diop, qui est un journaliste sénégalais connu pour ses analyses politiques, ses revues de presse et sa liberté de ton. Engagé, il commente régulièrement l'actualité, notamment sur les chaînes Malika TV, Tiawan et dans les matinales. Il a également abordé l'éthique journalistique et les coulisses des médias. Ben Mokhtar Diop, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Gaï. C'est quelqu'un qui est connu pour ses critiques du paysage politique, n'est-ce pas? C'est un honneur d'être votre invité. Critique du paysage politique, pas critique, plutôt observateur simple, avec un œil très regardant sur ce qui se passe ça et là, qu'il faut savoir lire, décrypter pour nos téléspectateurs, internautes, lecteurs et auditeurs aussi. Ben Mokhtar Diop, 2 ans à la tête du Sénégal. Quel bilan pour le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye? 2 ans à la tête de l'État du président Bassirou Diomaye Faye, quel bilan? Je devrais dire Macky Sall. Macky Sall est le bilan, en fait, de ce régime-là. Pendant 24 mois, on n'a fait que nous parler de Macky Sall. Au début, c'était le pays est en ruine, il a mal géré le pays. À l'arrivée, c'est encore Macky Sall. Au début, c'est le 26 septembre 2024, le Premier ministre a parlé de la dette cachée. Une ampleur abyssale de cette dette cachée. Et à l'arrivée, Macky Sall avec sa candidature à l'ONU, on ne veut pas le régime, donc il n'y en a que pour Macky Sall. C'est comme si Sonko Diomaye étaient les agents marketing du président Macky Sall, candidat donc au secrétaire général des Nations Unies. Pour le reste, c'est des arrestations, emprisonnements, avec 2 assises, les assises de la justice, 30 recommandations qui jusqu'ici n'ont pas été appliquées, et les assises politiques, le dialogue politique, plus de 300 partis, seuls 14 sont en règle, et derrière, 0 application aussi. Donc, difficile de mettre le doigt sur un bilan concret. Je pense que le régime a perdu 2 ans de tergiversation par rapport au legs de Macky Sall. Il est revenu maintenant de travailler pour présenter un bilan assez concret, un bilan vendable pour 2029, que Diomaye soit candidat ou que Sonko soit le candidat de PASTEF. Mais si on s'en tient à ces 24 mois de gouvernance, quand même, pas trop de choses à se mettre sous la dent. Entre réformes engagées, maîtrise des prix de l'électricité et ambition pour le secteur agricole, est-ce que le pays avance ou recule? Par rapport au prix de l'électricité, à l'agriculture, en vérité, le véritable problème aujourd'hui au Sénégal, c'est la production, et dans tous les secteurs. Le Premier ministre à Kaolack l'a dit la dernière fois, le ministre de l'Agriculture lui a présenté des statistiques en porte-à-faux avec la réalité sur le terrain. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, n'a pas satisfait aux attentes du Premier ministre. Ce sont les dires du Premier ministre. Hein. Le ministre des Finances ne parvient pas à rassembler les fonds adéquats, idoines, pour financer donc les attentes des populations. Encore des dires au constat du Premier ministre. Pour le reste, si l'agriculture ne marche pas, le commerce ne marche pas, les BTP ne marchent pas, parce qu'on a énormément d'investisseurs en prison, Dansar, Khadimba, Taïroussar, etc. Donc, si on ne produit pas, on ne peut pas avoir de productivité. De l'autre côté, on a du pétrole, mais ça ne se ressent pas dans le vécu du Sénégalais. Donc, on a baissé le prix du loyer, très belle annonce, mais à l'arrivée aussi, on se rend compte que c'est pas tout appliqué. Donc, entre les ambitions, les déclarations et ce qui se passe sur le terrain, de la louche à la bouche, on a énormément de choses. Que dire maintenant de la loi durcissant la répression des actes contre nature? Alors, on nous a vendu la criminalisation de l'homosexualité, ça ne s'est pas fait. Le Premier ministre a dit que le premier projet de loi qu'il porte lui-même, c'est le durcissement donc, de ces actes contre nature pour parler de l'homosexualité. Ça a été voté à l'Assemblée, maintenant on attend sa promulgation. Mais pour l'heure, avec tout ce qui se passe, presque 51 arrestations, bon, on estime que c'est un excellent signal pour faire reculer donc l'homosexualité au Sénégal. Mais ce qui inquiète et dont on ne parle pas, c'est cette histoire de transmission volontaire du VIH. Le Sénégal était à 0,3
0,3%, 0,33%, voilà, en termes de combat contre le VIH. Mais ça fait 10 ans que cette histoire de transmission du VIH dure. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas obligé de repenser notre stratégie de lutte et de sensibilisation contre le VIH? Parce qu'il y a énormément de personnes contaminées, il y a de la pédocriminalité, des jeunes talibés donc, qui ont été contaminés et qu'on ne parvient plus à retrouver. Le ministère de la Santé a du pain sur la planche par rapport à ce fléau-là. Et les arrestations montrent que ça touche des secteurs et des hommes naguère insoupçonnés. Donc, c'est un véritable problème de santé publique qui se pose par rapport à cette question-là. Ne craignez-vous pas que ce sujet de l'homosexualité puisse créer une situation extrêmement dangereuse pour le pays? C'est une question posée parce que si on prend la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on ne peut pas indexer quelqu'un, l'accuser d'actes contre nature si on n'en a pas la preuve. Donc, c'est un garde-fou mis en place pour éviter les dénonciations tous azimuts. Mais tout compte fait, par rapport à l'agenda gay international, le Sénégal sera blacklisté. On a vu la répression tout de suite avec un État européen qui a décidé de bloquer ses financements pour le Sénégal parce qu'il s'oppose au durcissement de cette loi. Maintenant, le pays, c'est la religion musulmane, c'est la religion chrétienne. Très, très majoritairement, ces deux religions sont contre, en fait, l'homosexualité, ce qui fait que pour l'État, ce sera un peu difficile parce que par rapport à l'agenda international du lobby gay, devoir faire face à ce lobby-là, il faut avoir du courage politique pour pouvoir faire face. Et je pense que le Premier ministre Ousmane Sonko, à ce niveau-là, quand même, fait preuve de fermeté. On peut quand même le lui reconnaître à son corps défendant. Il avait promis de criminaliser, il n'a pas criminalisé, mais au moins il a durci. À ce niveau-là, j'estime qu'il a fait un pas assez important. Quelle est votre lecture par rapport à la candidature de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall? S'agissant de la candidature du président Macky Sall, moi j'estime que Macky Sall, il gagne à tous les coups. Il gagne ou il gagne. Soit il devient secrétaire général des Nations Unies, c'est une aubaine pour le Sénégal. Il ne passe pas. Il a tout pour devenir sous-secrétaire général chargé des questions africaines, comme l'a été l'ancien ministre sénégalais Ibrahima Fall. Au moins, il aura cette chance de briller sur l'international, d'être quelqu'un d'incontournable au niveau de l'échiquier international. Et s'il ne passe pas, connaissant bien Macky Sall, qui a une formation d'ingénieur, donc sa déformation professionnelle fait que à chaque fois qu'il doit prendre une décision pour s'engager dans une compétition, il fait son analyse SWOT. Quelles sont ses chances? Quelles sont ses faiblesses? Sa force, ses menaces et les opportunités qui se présentent à lui. En fonction de ça, il prend une décision. Aujourd'hui, j'estime qu'il a pratiquement l'essentiel des pays du Conseil de sécurité avec lui. On lui fait confiance au niveau international. On a l'impression que c'est toujours lui le président du Sénégal. Donc, qu'il passe, c'est tant mieux. S'il ne passe pas, toutes les chances sont là pour que le monsieur soit choisi comme candidat par des Sénégalais d'ici et d'ailleurs pour 2029. Et les Sénégalais regrettent quelque part son départ. Mais connaissant Macky Sall, je pense qu'aujourd'hui, il a toutes les chances de devenir le patron de l'ONU. Malheureusement, quand le président Wade avait été approché par Jacques Chirac pour soutenir Abdou Diouf à l'OIF, le président Wade avait réagi en disant « Je ne suis pas son sergent recruteur ». Quelques semaines plus tard, il revenait à de meilleurs sentiments. Et j'estime que c'est ce que Diomaye Faye devait faire. Le Sénégal a toujours porté ses fils sur l'international. Jacques Diouf à la FAO, Amadou Mahtar Mbow, à l'UNESCO, etc., etc. On en a connu. Maintenant, on ne peut pas avoir porté Jonas Savimbi, Yasser Arafat, Nelson Mandela, et même les Guillaume Soro, quand ils ont eu des problèmes avec Gbagbo, ils sont venus au Sénégal, Wade les a coltinés. Et aujourd'hui, le Sénégal, Dakar ne coltine pas Macky Sall. C'est difficile à comprendre. Mais si nos querelles domestiques doivent impacter nos décisions par rapport à la géostratégie géopolitique mondiale, quelque part, ça pose problème.
Et la question est entre les mains du président Bassirou Diomaye Faye, c'est à lui de décider. S'il décide de ne pas soutenir Macky Sall, c'est pas tout un problème. Mais Macky Sall, c'est quelqu'un qui a son agenda, qui va le suivre, et il est très combatif. Et c'est quelqu'un qui sait renvoyer l'ascenseur le moment venu. Donc attention à Macky Sall. Il continue à faire l'actualité 24 mois après son départ. J'estime que pour les Nations Unies, il a quand même des chances. Ça, il faut le reconnaître. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, doit s'adresser à la nation à la veille du défilé 4 avril. Selon vous, quelles sont les attentes? Par rapport à l'allocution du président de la République le 3 avril, si c'est pour faire un bilan, j'estime que les Sénégalais sont assez fatigués, assez asphyxiés financièrement, économiquement, socialement. On sort de la Korité, les gens ont vécu l'une des pires Korités, donc fête du Ramadan qui soit dans l'histoire du pays. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Tout le monde sait que le duo qu'on nous a vendu, Diomaye Moïse Sonko, Sonko Moïse Diomaye, s'est transformé en dualité aujourd'hui. Et ce duel ne peut plus continuer à la tête de l'État. Est-ce que le président va prendre ses responsabilités et se séparer de son premier ministre ou le mettre à ses côtés comme directeur, ministre d'État, directeur de cabinet du président, quelque chose comme ça? Ou bon, c'est un problème. Mais pour l'heure, les choses ne marchent pas au Sénégal. Et ce que les Sénégalais attendent, surtout du président de la République, c'est qu'il nous montre qu'il est un chef. C'est vraiment ça qu'on attend de lui. Tout le reste ne sera que verbiage. Une toute dernière question. Comment analyser la situation entre le Sénégal et le Maroc avec cette nouvelle décision de la CAF? Ne pensez-vous pas qu'il y a un mutisme total des autorités de nos pays, notamment surtout avec la détention de nos supporters? Est-ce que c'est un cas qu'on va régler rapidement de façon diplomatique pour ne pas éviter le pire? Alors, s'agissant de la prolongation de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, j'estime que le Sénégal a été trop attentiste. Et aujourd'hui, avec la décision du jury d'appel de la CAF, il faut monter au créneau. Heureusement, on a d'excellents avocats, Maître Seydou Diagne, Maître Moussa Sarr. Le Sénégal a fait le plan, Maître Augustin Senghor, ancien président de la fédération. Donc, il ne faut pas lésiner sur les moyens, il faut aller au front. Le Maroc ne joue pas. Le Maroc est en train de nous bousculer, de nous mettre le dos au mur. Donc, à ce niveau-là, le Sénégal doit arrêter de faire de la diplomatie passive, aller à l'offensive, passer à l'offensive pour véritablement réclamer son dû. Le titre a été acquis sur le terrain et les textes disent que l'arbitre, en tant que maître du terrain, voilà, valide une décision. Sa décision, c'est que le Sénégal a gagné par un but à 0 but de Pape Gueye. Ça, on ne doit pas revenir là-dessus. On a connu la main de Dieu avec Maradona, la France est qualifiée en Coupe du Monde avec la main de Thierry Henry. En 2010. Donc, et on n'est jamais revenu sur ces résultats acquis sur le terrain. Pourquoi devrait-on le faire avec le Sénégal? À ce niveau, j'estime que la diplomatie sénégalaise doit être beaucoup plus incisive pour ne plus laisser à un autre pays le soin de nous faire revivre cette histoire. Par rapport aux supporters, c'est la même chose. Pour moi, c'est une première dans l'histoire qu'on voit un groupe de supporters écroué dans un pays qui organise une compétition internationale. C'est des précédents dangereux qu'il ne faut pas laisser passer. Le Sénégal a de tout entendu la main au Maroc pour entrer dans la sous-région en termes économiques, en termes bancaires. Ils ont des cimenteries ici. La dernière cimenterie sénégalaise porte la griffe marocaine. Je veux parler de la CIMAF. Les banques, même chose. La religion, il y a combien de Sénégalais? Plus de 50 000 Sénégalais qui quittent Dakar pour aller donc visiter le cheikh de la Tidjania. Mais si le Maroc oublie tout ça pour des intérêts purement sportifs, à un moment donné aussi, il faut se mettre au niveau du Maroc. Cette diplomatie de la Teranga où tu acceptes d'être écrasé, mais elle est derrière nous. Donc, vivement que le Sénégal reprenne l'offensive pour mettre fin à cette histoire-là. Parce que quand même, plus de 40 jours dans les géoles marocaines, c'est insupportable pour les familles de ces supporters-là. Belmokhtar Diop, je vous remercie. Je rappelle, vous êtes un journaliste sénégalais, analyste politique très connu dans le paysage médiatique sénégalais. Merci beaucoup. Merci, à très vite.